Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la CAN. Nous recevons comme invité justement aujourd'hui le directeur général du Fonds de garantie automobile, Monsieur Maïzan Kofi Noël. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour, Kolo. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier cette prestigieuse compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Après quelques jours de compétition, quel est votre sentiment? Ça va faire la 40e année. La Côte d'Ivoire a abrité la CAN en 84, ça fait 40 ans maintenant. La Côte d'Ivoire reçoit la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au regard de toutes les infrastructures qui ont été mises en œuvre, qui ont été construites par le leadership de notre président, le président de la République, qui a dit que cette CAN devait être la meilleure de toutes les Coupes d'Afrique qui ont été organisées. Et au regard de ce qui se passe, on ne peut qu'être heureux. Il y a deux grands défis à mon sens. Il y a le défi de l'organisation. Aujourd'hui, force est de constater que l'organisation est menée de main de maître. Il y a eu la parenthèse malheureuse de la question de la billetterie, que je pense que c'est derrière nous aujourd'hui, parce que quand on regarde le taux de remplissage des terrains, on peut être content, parce que quand même, quand on a vu ce qui s'est passé à Bouaké, à Yamoussoukro et à Korogo, même à IBMP, au stade Fauboigny, le taux de remplissage est bon. Donc on peut dire que la question de la billetterie est derrière nous. Donc on est fiers et contents vraiment de relever ce défi-là, le défi de l'organisation. Le deuxième défi, c'est le défi footballistique. Et il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une Coupe d'Afrique des Nations, et donc c'est un jeu. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu, et on est convaincu que nos pachydermes iront jusqu'au bout, et que nous aurons au terme de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire le 11 février, à remporter et à faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait sa 3e étoile. Donc on est content de l'organisation. La CAN de l'hospitalité, et tous ceux qui sont venus, toutes les équipes, en tout cas, ont magnifié les terrains de sport, les hôtels, les infrastructures, les routes. Tout est mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire avec la CAF, la COCAN et toutes les institutions qui sont engagées dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, en tant qu'Ivoirien, je suis fier de ce qui est en train de se dérouler dans notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures qui accueillent l'événement, mais c'est au total des infrastructures de développement, des infrastructures routières aussi qui accompagnent cette vision. C'est une vision de la Côte d'Ivoire qui n'a pas lésiné en fait sur les moyens pour la tenue de cette compétition inter-ivoirienne. On peut même aller au-delà, parce que les infrastructures qui ont été construites pour la CAN, c'est vrai, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont dédiées, mais vous devrez savoir que la Côte d'Ivoire est en chantier sous le magistère, sous le leadership du président Ouattara. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites, qui ne sont pas seulement l'émanation de la CAN. Ce sont des infrastructures qui rentrent dans le projet de développement de la Côte d'Ivoire solidaire, le développement de la Côte d'Ivoire, que le président a initié depuis son magistère, depuis qu'il a été candidat en 2010 et qu'il a été relégué en 2015. C'est un ensemble d'infrastructures qui sont inscrites dans son programme de gouvernement et qui sont portées par les PND. C'est vrai, nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont dédiées, notamment les stades. Les 6 stades qui ont été construits qui sont au standard des normes internationales, les hôtels, les routes, les autoroutes. Oui, c'est tout ça qui concourt à faire en sorte, qui crée l'hospitalité, qui crée le développement. Et donc, je dois dire que les Ivoiriens doivent comprendre que c'est un programme d'ensemble dans lequel la CAN s'inscrit. Alors, en tant que directeur général du Fonds de garantie automobile, chacun d'entre nous a été appelé par le président de la République à être un ambassadeur de cette compétition. Oui. Quelle est la place qu'occupe le FGA justement dans la tenue de cette compétition, même si je dois faire remarquer que je vous vois en orange, blanc et vert? Oui, patriotisme oblige. Et le Fonds de garantie automobile n'a pas attendu la période de la CAN pour en faire son emblème. Le orange, blanc, vert sont les couleurs du Fonds de garantie automobile. Cela dit, effectivement, vous le dites à propos, parce que ce qui est en train de se dérouler, chaque compartiment, chaque acteur apporte sa contribution dans la mise en œuvre. Donc c'est la résultante des actions de tous les acteurs qui concourent à faire en sorte qu'on ait une CAN de cette envergure, une CAN de l'hospitalité. Mais tout le monde a été mis en route par le leadership du président Alassane Ouattara. Au niveau du Fonds de garantie automobile, notre mission est de prendre en charge les victimes corporelles d'accidents de la voie publique. Mais vous le savez bien que moi, cette CAN-là mobilise beaucoup de monde. Donc il y a des déplacements et il peut y avoir des accidentés de la voie publique. Fort de ça, et de manière anticipée, le gouvernement nous a instruit par le biais du ministère des Finances et du Budget de construire des bureaux relais pour prendre en charge ces victimes-là dans ces localités où la CAN a lieu.
Donc le Fonds de garantie automobile a ouvert un bureau relais à San Pedro parce que San Pedro est une zone où la CAN se déroule. Nous avions également ouvert un bureau au CHR de Yamoussoukro, nous avions ouvert un bureau au CHU de Boaké, nous avions ouvert un bureau au CHR de Korogo. Parce que pour accompagner l'action, parce que ce qui est en train de se dérouler s'inscrit dans la stratégie quand même nationale de la sécurité routière. Tout ce qu'ils avaient vu comme caméra, vidéo, verbalisation, concourt à faire en sorte que notre pays soit un modèle, soit à un certain niveau en termes de standards. Donc la Côte d'Ivoire a un programme national, une stratégie nationale de la sécurité routière dans laquelle le Fonds de garantie s'inscrit totalement. Il y a 7 axes dans cette stratégie-là. L'objectif de la stratégie, c'est de permettre que l'accident ne parvienne pas, n'arrive pas. Donc c'est des actions préventives qui ont été édictées pour éviter que nos concitoyens aient la prudence, qu'ils respectent les règles du code routier et que l'accident n'arrive pas. Donc tout un ensemble, une batterie d'actions ont été entreprises pour éviter les vitesses. Voilà. Et au bout de ça, mais on est d'accord que quelles que soient les mesures qu'on entrevoit, l'accident arrive, finit par arriver. Donc c'est aménagé. Quand l'accident arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que le Fonds de garantie intervient. Le Fonds de garantie intervient pour prendre en charge les victimes. Parce que quand l'accident arrive et que les victimes ne sont pas prises en charge très tôt, ça peut développer des séquelles plus alarmantes. Donc l'action du Fonds de garantie, c'est de faire en sorte que quand l'accident survient, on prend en charge les victimes au plan médical, donc d'où les bureaux relais que j'ai indiqués. Nos bureaux relais, nos dispositifs sont là pour apporter un appui au centre de santé en termes de médicaments, en termes de matériel d'osteosynthèse, tout ce qui peut concourir, tout ce qui rentre dans la prise en charge post-accident pour permettre à ce que les victimes puissent être sorties de la zone dite dangereuse jusqu'à ce que l'hospitalisation parvienne. Donc voilà notre contribution. Donc nous avions donc ouvert ces 4 bureaux pour accompagner le dispositif médical que le ministère de la Santé a mis en place. Mais aujourd'hui, c'est une mission évidemment du Fonds de garantie automobile pour secourir les victimes en cas de délit de fuite. Mais en cas pratique, pour que l'on comprenne bien, Monsieur le Directeur Général, qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a un accident? Quel est le premier geste à faire? Nous sommes au centre de santé. Notre rôle, dans le cadre de la collaboration qu'on a avec le SAMI et tous ceux qui concourent au transport des victimes lorsque l'accident survient, notre intervention se fait au niveau des CHU et des CHR. Parce que le modus operandi qu'on a, à la base de la création du Fonds de garantie automobile, l'objectif pour nous n'était pas de créer des bureaux relais. L'objectif, c'était que nous faisons l'indemnisation et que les victimes viennent à nous pour dire qu'elles ont été accidentées de la voie publique et qu'elles nécessitent, cet accident-là nécessite la prise en charge corporelle, mais indemnitaire après. Mais dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte que les victimes se trouvent dans les CHU. Lorsqu'il y a un accident qui survient, les victimes sont transportées au CHU ou au CHR. Parfois dans des états où ils ne peuvent pas parler à quelqu'un. Oui, et quand ils arrivent, mais le véritable problème qui se pose, c'est la prise en charge. Mais une victime qui arrive à l'hôpital qui est dans le coma, mais s'il n'y a pas de dispositif qui est mis en place, on attend que ses parents arrivent avant qu'on puisse la prendre en charge. Parce que les centres de santé, parce que les CHU, les CHR n'ont pas forcément les médicaments qu'il faut pour les prendre en charge. Donc c'est ce pourquoi l'État a estimé qu'il était opportun de mettre en place un dispositif pour prendre en charge ce type de victimes qui arrivent dans des états, dans ce type d'état-là. Le Fonds de garantie se fait fort de les prendre en charge au plan médical, donc tout ce qu'on doit engager au plan du matériel médical, au plan des examens, au plan de la radio, tout ça est pris en charge par le Fonds de garantie. Et après, on recherche la personne qui est auteur de l'accident dans la voie publique, parce que ce que vous devez savoir, lorsqu'un accident survient dans notre pays, il y a 4 institutions qui doivent payer, parce qu'un accident, il y a toujours quelqu'un derrière qui paye. Quand il s'agit d'un accident de la voie publique et qu'il s'agit d'un délit de fuite ou bien un défaut d'assurance, c'est la mission première, c'est le cœur de métier du Fonds de garantie. Donc ces victimes-là sont prises en charge par nous. Les deuxièmes institutions qui prennent en charge les victimes, ce sont les compagnies d'assurance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on demande que les automobilistes se prémunissent de police d'assurance à jour. C'est même une loi, c'est même une obligation en Côte d'Ivoire, l'obligation d'assurer son automobile. Donc, lorsque une victime d'accident de la voie publique du fait d'une voiture assurée, mais naturellement, par derrière qui paye? C'est la compagnie qui a assuré la voiture qui paye. La troisième institution qui paye, c'est l'État. L'État est son propre assureur. L'État étant son propre assureur, quand une voiture de l'État est impliquée dans un accident de la voie publique, c'est l'État qui prend en charge la victime. En la matière, aujourd'hui,
dans le dispositif actuel, c'est l'agent judiciaire de l'État qui est rattaché au ministère du Budget et des Finances, qui prend en charge les frais, la partie d'indemnisation, la partie médicale et la partie d'indemnisation. Et la dernière institution, c'est la carte business CEDEAO. Il y a des voitures qui viennent de l'Interland, du Togo, du Burkina, en tout cas de tous les pays qui nous entourent. Quand ces voitures-là arrivent en Côte d'Ivoire et qu'elles sont impliquées dans un accident de la voie publique, naturellement, la compagnie d'assurance n'est pas ici. Mais dans le cadre du mécanisme communautaire, il y a la carte business CEDEAO. Donc, c'est un mécanisme communautaire qui existe. Ici, il y a le bureau de la carte business CEDEAO. En l'espèce, quand ce type d'accident survient, nous prenons en charge la victime et on fait l'action récursoire auprès de la carte business CEDEAO qui, elle, à son tour, fait l'action récursoire auprès de l'institution, si la compagnie est au Togo, ou bien au Bénin, ou bien au Ghana, pour que le mécanisme se déroule. Donc, est-ce que ce n'est pas trop long tout ce mécanisme finalement pour une indemnisation ou une prise en charge médicale? Non, elle n'est pas longue à partir du moment où nous intervenons immédiatement pour prendre en charge la victime. Nous n'attendons pas. Je dis que quand la victime arrive au centre de santé, nous on ne se pose pas de questions, on la prend en charge. Mais après, il faut quelqu'un pour payer. Parce que si par exemple, le mécanisme que l'État a mis en place, nous, Fonds de garantie automobile, on prend en charge la victime d'une compagnie d'assurance, alors que la compagnie d'assurance assure les véhicules pour prendre en charge les véhicules. Nous, c'est le mécanisme pour éviter que les séquelles s'aggravent. Parce que l'État estime que tous ces citoyens, dans le cadre de l'action sociale du gouvernement, doivent être protégés. Donc ce mécanisme a été mis en place. Mais quand nous prenons en charge la victime, à travers le constat d'assurance, on sait qui est l'auteur de l'accident, on sait la voiture qui est impliquée. Sur la base de la voiture qui est impliquée, en tout cas, on fait les recherches. S'il s'agit d'une compagnie d'assurance, mais les ressources que l'État a mis à la disposition du Fonds de garantie automobile pour prendre en charge la victime, mais on fait l'action récursoire pour que la compagnie, qui est une entreprise commerciale, qui fait du chiffre d'affaires, donc nous rembourse les sommes que nous avions engagées pour prendre en charge la victime du fait de l'accident né d'une compagnie d'assurance. Donc, si je comprends bien le processus, dès que l'accident survient et que la victime a eu un secours, c'est-à-dire s'est retrouvée à l'hôpital, la prise en charge est automatique. Automatique, puisque nous sommes dans les centres. Sans identification? Non. Au prime abord, on prend en charge la victime et puis après, on regarde à travers le constat, parce que c'est le constat qui apporte la preuve de l'existence de l'accident et qui dit qui sont les voitures qui sont impliquées. Sur la base de la plaque d'immatriculation, à partir de notre base de données, on peut savoir on a une base de données de l'ensemble des véhicules assurés. On arrive à identifier la voiture qui est impliquée, le chauffeur, le propriétaire de la voiture. Sur la base de données qu'on a ici. En ce moment, c'est deux actions différentes, hein, c'est deux actions disjointes. La première action, c'est la prise en charge de la victime sans contrôle préalable. Donc l'objectif de cette prise en charge systématique-là, c'est de faire en sorte à sauver la vie de la victime. Le deuxième niveau, mais c'est qui paye. La victime, l'accident a eu lieu. Il y a quelqu'un, je l'indique, qu'il y a 4 types d'institutions qui payent. Quand l'accident a eu lieu et que nous avons pris en charge la victime, le deuxième niveau de recherche, qui paye? Parce que si on ne met pas en place un dispositif pour rechercher qui paye, les ressources qui sont à notre disposition, mais à un moment donné, le système va se bloquer, puisqu'on aura engagé toutes les ressources pour prendre en charge des victimes d'accidents publics, et puis du fait d'une compagnie d'assurance qui, elle, a pour objet social la recherche du profit. L'assurance paye quelque chose que nous payons. Non, notre rôle, c'est de prendre en charge la victime et à un moment donné faire l'action récursoire pour que la compagnie nous rembourse toutes les ressources que nous avions engagées. Vous faites donc le recouvrement de toutes ces dépenses, oui. Et surtout aussi de suivi de ces accidents de la circulation de la voie publique. Est-ce que vous avez les ressources, surtout les ressources humaines, pour suivre tout cela? Oui, je vous ai indiqué que les bureaux que nous avions ouverts, c'est des bureaux relais, donc c'est des bureaux qui sont équipés et qui ont le personnel qu'il faut pour prendre en charge la victime. Ce que je voudrais rappeler, nous travaillons de concert avec les centres de santé ou bien dans les CHR où nous sommes installés. Parce que la porte d'entrée du processus, c'est le corps médical des centres de santé avec qui nous avions des conventions. Nous avions des conventions avec les centres de santé avec qui nous travaillons. Nous avions des conventions avec l'ensemble, pour la plupart, pour ne pas qu'il y ait une rupture de médicaments, avec les pharmacies qui sont mitoyennes à l'ensemble des centres de santé. Si on a Yamoussoukro, on a une collaboration avec, on a une convention avec un certain nombre de pharmacies pour que quand il n'y a pas de médicaments à l'intérieur du CHR, on puisse faire le recours avec la pharmacie. On a également signé des conventions avec les vendeurs de matériel de synthèse. Ce sont les matériels que quand il y a un accident dans la voie publique qu'on prend pour protéger les victimes.
Ça aussi, on a une convention avec ces maisons-là. On a également une convention avec la banque de sang, pour que si c'est une question de sang, on puisse de manière accélérée et qu'à travers un seul bon, la banque de sang puisse mettre à disposition le sang qu'il faut à la victime né du fait d'un accident qui relève du fonds de garantie. Donc, on a mis en place un dispositif qui nous permet de ne pas être en rupture de notre activité. Vous parlez de collaboration avec les centres de santé. Ça m'amène à poser cette question surtout sur l'accueil qui est parfois décrié par des usagers au niveau des centres de santé publics. Est-ce que ces collaborations, sinon cette collaboration et ces collaborateurs que vous avez au niveau des centres de santé sont suffisamment imprégnés de la mission et suffisamment sensibilisés pour bien prendre en charge les victimes? Oui, c'est leur mission et c'est que c'est ça que nous faisons. Nos collaborateurs vont, dans le cadre du mode opératoire, chaque matin, ils vont rendre visite aux urgences parce qu'il faut rappeler que quand il y a un accidenté de la voie publique, c'est aux urgences qu'on les trouve. Donc nos collaborateurs, chaque fois, vont aux urgences pour voir les victimes d'accidents de la voie publique de la veille. Mais dans le cadre de cette collaboration-là, c'est porté principalement par l'organisation interne du centre de santé, donc de CHR. Je vais dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus s'amuser avec le développement des nouvelles technologies. Tout le monde a pris conscience de ce que si vous accueillez un usager ou bien une victime de manière désagréable, vous êtes sûr que les minutes qui suivent, les réseaux sociaux s'en saisiront. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'expérience que j'ai et pour la visite, parce que chaque fois, quand même, je fais des visites dans les centres de santé dans lesquels nous sommes installés pour apprécier le niveau de collaboration qu'on a avec le centre de santé et le dispositif qu'on a mis en place. Je dois dire que ça se passe très bien. La collaboration est fluide et les victimes, pour la plupart en tout cas, sont émerveillées de ce que nous déployons pour leur prise en charge. Mais il faut le reconnaître, c'est une mission qui n'est quand même pas bien vulgarisée et bien connue. Ok. Ben ça, je confesse. Je confesse, mais nous nous attelons à le faire parce que c'est un choix. C'est un choix que nous avions fait. Je l'ai indiqué, hein, la mission de base n'était pas que le fonds de garantie automobile se retrouve dans les centres de santé. Ce n'était pas ça la mission de base. La mission de base, c'était que les victimes viennent à nous. Mais en mettant en place, sous l'auspice du ministre du Budget et des Finances, en construisant des bureaux relais dans l'ensemble des CHU et des CHR, l'un des éléments que nous recherchons sur la communication, d'être le plus proche possible de nos victimes, de notre cible. Parce que comme je l'ai indiqué, les victimes d'accidents de la voie publique, c'est dans les centres de santé, quand il y a un accident, qu'ils sont évacués. Donc, c'est pourquoi nous avions identifié, de concert avec le ministère et avec le conseil d'administration, de prendre la décision d'être présent dans les bureaux, dans les centres de santé. Et l'État, dans le cadre de notre déploiement, a souhaité, au regard des chiffres que nous avions, l'État a souhaité que, en tout cas chaque année, nous puissions installer des bureaux pour que, à terme, je veux dire à l'horizon 2025-2026, le fonds de garantie automobile puisse être présent dans toutes les régions. Aujourd'hui, pour le budget 2024 que nous avions, nous devions ouvrir au CHR au CHR de Dimbokro, au CHR de Daloa, au CHR de Odjene et au CHR de Mans pour l'année budgétaire en cours. Aujourd'hui, nous avions 10 bureaux ouverts. Nous aurons 4 bureaux pour cette année. Ça fera 14 bureaux que nous avions ouverts. À terme, comme je l'ai indiqué, jusqu'à 2026-2027, on aura couvert toutes les régions. Pour nous, c'est aussi un moyen de se faire connaître, de faire connaître notre activité, parce que c'est ce pan-là que nous avions pris. Ce que vous indiquez, c'est la communication audiovisuelle à travers des plateformes digitales et tout ça. Mais effectivement, nous avions pris bien de bonnes notes. Les actions de sensibilisation aussi. Non, même les actions de sensibilisation, nous les faisons. Parce que j'ai évoqué la loi sur l'obligation d'assurance qui n'est pas beaucoup connue des Ivoiriens. Mais ceux qui utilisent cette loi, c'est la police et la gendarmerie. Donc, depuis 5 ans maintenant, chaque année, nous avions des campagnes de sensibilisation dans certaines zones, non seulement à l'endroit de la police et de la gendarmerie, mais à l'endroit de l'ensemble des usagers. Donc, dans une ville, la sensibilisation est portée à l'endroit du corps préfectoral, de la police, des responsables coutumiers, des responsables de transport. Toutes ces personnes-là sont associées à la formation que nous faisons. Mais comme je l'ai dit, hein, nous prenons bonne note de ce que la communication audiovisuelle et digitale n'est peut-être pas répandue, mais on va se faire fort de corriger cet aspect de la chose-là. S'il y a une victime qui a une assurance santé
privé, je dirais personnel. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la prise en charge avec le fonds de garantie? Généralement, quand il y a une accidenté de la voie publique et qu'elle est couverte par une assurance, ce que je voudrais rappeler qui est important, notre intervention se fait dans les hôpitaux publics. Parce que la mission qui est la nôtre est une mission de service public, c'est une mission qui a un caractère social. Donc toutes les personnes qui sont victimes d'accidents de la voie publique, qui vont au CHU, entrent systématiquement dans notre dispositif. Si une victime d'accident de la voie publique va dans une clinique privée, ce n'est pas interdit. Mais en ce moment-là, quand elle est prise en charge et qu'elle relève de notre dispositif, quand elle s'est prise en charge, donc elle a pris en charge ses soins, elle peut venir vers nous pour nous indiquer qu'elle a été victime d'accident de la voie publique et qu'elle rentre dans notre dispositif. En ce moment-là, nous remboursons les frais qu'elle a engagés dans l'hôpital public, dans l'hôpital privé, mais en tenant compte de notre barème. Si dans un hôpital public, notre barème pour une radio c'est 40 000 et que dans un hôpital, dans une clinique c'est 60 000, quand vous venez nous voir, vous avez payé 60 000, nous vous payons aussi là-bas de notre barème public, nous remboursons les 40 000. Voilà comment ça fonctionne. Mais il reste quand même 20 000, donc il y a un gap. Comment combler ce gap-là? Mais non, mais ce gap-là, je voudrais rappeler que c'est une contribution de l'État. Le mécanisme du fonds de garantie automobile est une contribution de l'État. Donc l'État a fixé ses barèmes. Donc c'est des barèmes des hôpitaux publics. Si vous allez dans un hôpital public, en ce moment, on prendra en charge tous les frais. Mais si vous allez dans un hôpital privé et que notre mode opératoire, parce que quand même, notre structuration est encadrée par la loi. Donc nous avons été créés par un décret et avec des statuts, avec un barème qui a été élaboré. Donc nous sommes tenus de respecter ce barème. Et ce barème-là nous fait obligation d'opérer, de prendre en compte les usagers et les victimes, tenant compte de notre barème qui relève du domaine public. Ça veut dire aussi que vous devez avoir des relations, je dirais, particulières avec les secours pour avoir une bonne couverture. Oui, nous avions, dans le cadre de la collaboration, nous avions, dans tous ceux qui interviennent dans le flux, dans le dispositif, nous avions une collaboration avec eux. Je l'ai indiqué, dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de notre activité, nous avions une collaboration, nous avions une convention avec la Direction générale de la police, nous avions une convention avec la gendarmerie, nous avions une convention avec le GSPM qui se charge de transporter les victimes. En tout cas, tous ceux qui interviennent dans le processus, dans le flux, nous avions une collaboration avec elles. De sorte que quand une victime est acheminée en temps réel, nous sommes informés. Il y a des milliers, voire des millions de spectateurs qui sont venus de l'étranger pour la CAN 2023. Est-ce que cette disposition de prise en charge concerne aussi ces personnes en cas d'accident de la voie publique? Tout à fait, parce que le processus n'est pas spécifiquement dédié pour les Ivoiriens. C'est un dispositif qui est mis à la disposition de toutes les victimes. Parce qu'on s'est dit que l'accident de la voie publique est né certainement d'un engin. Et l'engin qui percute une victime. Donc, le dispositif a été fait de sorte que c'est des victimes d'accidents de la voie publique qui est à l'endroit de tout type de victimes. On n'opère pas en tenant compte de la nationalité, de la religion, non. Pourvu que vous soyez une victime d'accident de la voie publique, que le mode opératoire du FGA se déclenche pour vous prendre en charge. On va rester justement sur la CAN et retourner sur la compétition elle-même. Comment vous jugez les niveaux de cette compétition? Ben, les amoureux de football le disent, hein, il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, toutes les équipes se valent et ça se sent. On ne peut même pas présager de qui va prendre la coupe. On va attendre encore pour voir ce qui va se passer. En tant qu'Ivoirien, on ne peut être fier. Je l'ai indiqué dans mon propos liminaire. La Côte d'Ivoire avait deux défis, deux enjeux. Le défi de l'organisation et le défi de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse prendre la coupe. Je considère que le premier défi a été relevé, le défi de l'organisation, parce que tous s'accordent à le dire. Nous avions vu la déclaration de Mosepe, le président de la CAF. Nous avions également entendu Gianni Infantino aussi faire l'éloge de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'organisation de notre Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça se présente bien et que les Ivoiriens ont le droit d'être fiers. Les Ivoiriens ont raison d'avoir comme président de la République Alassane Ouattara quelqu'un qui a de la vision et cette vision-là se traduit de manière matérielle. Quand on voit ce qui est en train de se déployer, on est fier d'être Ivoirien, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Merci d'avoir été l'invité de la CAN pour ce numéro. Je rappelle que nous recevions le directeur général du Fonds de garantie automobile, monsieur Maïsan Kofi Noël. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite pour un autre numéro de l'invité de la CAN.